Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette autre convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Un rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Ce matin, commençons par partager cette pensée de Monique Moreau qui dit ceci: la douceur est une force qui mène à la diplomatie et la force une faiblesse qui sème la zizanie. Bonne méditation en cette journée du 28 janvier 2021. Bienvenue au tribunal. Nous sommes jeudi, 4e convocation pour cette semaine. Nous sommes également très heureux de vous retrouver. Je suis Lukman Sanfo, monsieur le juge au siège. Bonjour. Bonjour président, bonjour juge Vahar, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougouma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à vous, juge au siège du tribunal de l'actualité. Merci également à l'équipe de réalisation. Et merci à vous qui nous suivez à travers nos différentes plateformes WattFM en direct et également sur Twitter TV. Et sans oublier les Facebook Live, c'est également sur la page de WattFM et celle de Twitter TV. Alors ce matin, on va revenir encore une fois sur la situation politique en République démocratique du Congo. Vous savez, 1 mois et demi après donc avoir obtenu et rompu avec Joseph Kabila, le président Félix Tshisekedi franchit une nouvelle étape donc vers une formation de nouveau gouvernement. Hier, des députés ont voté donc en faveur de la destitution du Premier ministre et selon donc l'article 147 de la Constitution de ce pays, en cas de vote favorable à la motion de censure, monsieur Sylvestre Ilunga aura 24 heures pour démissionner, mais lui, il ne reconnaît pas la légalité de la procédure engagée par le bureau d'âge. Sylvestre Ilunga Nkumba a réagi à l'annonce donc du vote. Et dans une lettre adressée au bureau d'âge du Parlement, il a dénoncé ce qu'il appelle une manœuvre politicienne sans fondement factuel. On va y porter un jugement, mais ça va être dans la deuxième partie puisque nous allons consacrer ici la première partie au conflit entre les acteurs du transport au Burkina Faso. Vous avez certainement suivi cette conférence de presse organisée par la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina Futurbé qui accuse son ministère de tutelle de s'aimer le trouble au sein donc des transporteurs. Du point de vue de la fêtière, le ministre Vincent Dablougou veut imposer le Haut Conseil des transporteurs qui a obtenu son récépissé par erreur, instrument qu'il veut donc utiliser pour diviser les transporteurs. Quel regard peut-on y porter? Voici les deux sujets, les avant-propos juste après ceci. Merci donc de nous rejoindre à cette émission du tribunal de l'actualité. Pour la première partie, la parole revient à Geoffroy Bah, puisque je vous regarde. Ouais. D'accord. Merci, président. Bon, mon avant-propos va concerner la maladie à coronavirus. Il y a une ruée vers les vaccins. On a vu aussi que pour ce qui est du monde soignant et notamment de la recherche en matière de médecine, il y a eu aussi cette ruée vers le vaccin, étant entendu que il y a clairement la question de la réponse à apporter à une maladie qui inquiète beaucoup et un virus qui a une capacité de propagation comme nous n'en connaissions pas auparavant. Mais il y a aussi que ça correspond à une demande et à un marché entretenu et vaste, et qui pour beaucoup de firmes n'est rien d'autre aussi que de l'argent à se faire et donc une question de business. Est-ce qu'on a mis tous les garde-fous pour que la question de ce vaccin qui a été trouvé là n'ait pas de conséquences après? On est dans un temps qui est trop short pour le savoir. Mais quand on regarde aussi sous d'autres cieux, à la façon dont les personnes sont en train de tomber comme des mouches, il faut une solution. Et le vaccin, forcément, est pour beaucoup une alternative. Et puis, si peut-être il y a des éléments à gérer, après ça va se gérer. Il faut sauver les meubles parce que là, ils sont débordés. Et quand on voit le nombre de cas qu'ils ont par jour, je parle de l'Europe, je parle même des pays, je partais même jusqu'au Brésil et tout. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu le nombre de cas qu'ils ont et même les décès par jour, c'est ahurissant. Mais revenons à notre réalité, à nous, Africains. Et je prends le cas burkinabé. On a un peu plus de 10 000 cas depuis le début de la pandémie. On a le nombre de morts, je pense que c'est 102 morts qu'on a.
Mes calculs, si ma mémoire est bonne, je pense que d'ici là, je vais le chiffre exact, oui. Je vais trouver le chiffre exact. Donc, quand on regarde la question de la proportion par rapport à cela, je vais trouver les chiffres exacts parce qu'il ne faudrait pas mentir, c'est 120 morts, voilà. Parce que on a eu 2 morts selon le dernier bilan, donc ça porte le nombre de morts à 120. Donc, quand vous regardez, je me dis, la question des mesures barrières, le lavage des mains, la distanciation sociale et tout, pour casser la propagation du virus, est-ce que ça ne suffit pas pour ce qui est de notre cas? Ça, c'est une question qui est pour moi très importante. Est-ce que nous sommes dans la même situation que les autres qui sont en train de courir après un vaccin, ou bien parce que tout le monde court après le vaccin, nous aussi on doit courir à aller le prendre et commencer à piquer nos populations? Je pense qu'il faut qu'on jette un regard profond là-dessus. Je ne veux pas rappeler tout ce qui est aussi un autre argumentaire. Il y a beaucoup de maladies qui nous tuent, il y a le palu, il y a beaucoup d'autres choses. Quand vous regardez le taux de mortalité que nous avons par rapport à ces pandémies-là, c'est vraiment monstre. Mais on n'est pas dans la même dynamique pour ce qui est de ce qui nous tue plus. Donc, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas être prudent sur la question de ce vaccin? Ça, c'est vraiment une réflexion qu'on devrait poser de façon responsable. Pour le cas burkinabé, parce que c'est des Burkinabés qui seront vaccinés si on décide de rentrer dans cette dynamique-là. Et est-ce qu'on est vraiment convaincu des répercussions qu'il peut y avoir après, lorsqu'on voit la célérité avec laquelle les uns et les autres sont allés à un vaccin? Et regardez un peu la campagne, même quand vous prenez le cas de l'Europe, il y en a qui ont commencé à dire, beaucoup de détracteurs, Macron c'est bien, vous êtes tous encore jeunes, on vous voit au gouvernement, il y a bien de messieurs dont les parents sont là. Pourquoi est-ce que les premières campagnes médiatiques de vaccination, c'est pas vos parents aussi qui sont dans la même situation que nous, que vous allez vacciner? On voit on va dire le dernier qui dame, l'inconnu là non. J'ai dit, ça pose beaucoup de questions. Pour moi, ça pose vraiment beaucoup de questions, étant entendu que nous sommes dans des situations qui sont très différentes de celles de l'Europe. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir par 2 fois avant de se lancer dans une course folle, parce qu'on veut faire du mimétisme, parce que on n'est pas logé à la même enseigne. Et il faut qu'on soit beaucoup plus prudent, et moi c'est ce que je pense. On n'a pas à prendre les mêmes risques, parce que eux, pratiquement, n'ont pas le choix quand on regarde leur situation. Nous, on a encore le choix. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer sur la question des mesures barrières? Je reviens sur cela, c'est sûr, avec quoi je termine. D'accord. Puisque vous parlez donc de la question du Covid-19 et également de la situation de l'Afrique, qu'est-ce que vous pensez de la sortie donc du président sud-africain, par ailleurs président de la Commission de l'Union africaine, qui a exhorté mardi donc les pays riches à ne pas donc à cesser de stocker les excès de vaccins du Covid qu'ils avaient commandés et dont ils n'avaient pas besoin immédiatement. Donc c'est une sortie quand même qui fait interprétation quand même. Oui, c'est clair. Bon. Quand on regarde aussi la plupart des pays africains, je pense que l'Afrique du Sud est quand même en tête pour ce qui est du nombre de morts et du nombre de cas qu'ils ont par jour. Donc la préoccupation aussi là-bas, elle est bien différente. Vous savez, la question du coronavirus a montré comment chaque pays, face à cette situation-là, ne pense d'abord qu'à elle-même. On a vu comment certains pays, malgré les accords qu'ils avaient et tout, ont discuté sur les tarmacs pour s'arracher les commandes d'autres pays, notamment de cache-nez et d'autres éléments essentiels qui devraient servir notamment au corps médical. Donc, venue la question de la pandémie, les intérêts ont primé sur les intérêts personnels, je veux dire, ont primé sur la cohésion d'ensemble, mais la dynamique de groupe qu'on devrait avoir. C'est pareil aujourd'hui sur le vaccin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de régimes, beaucoup de pouvoirs dont le sort est lié fortement à la gestion de la maladie à coronavirus. Vous ne pouvez pas être dans un pays où vous avez des dizaines de milliers de cas par jour, vous avez des milliers de morts par jour. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous faites? Même quand on a l'impression que vous êtes un peu désarmé face à ce qui est en train d'arriver, la question de vos concitoyens, c'est qu'est-ce que vous faites? Il y a un vaccin, pourquoi est-ce que vous ne nous le mettez pas à disposition? Et j'ai dit, et je rappelle encore, c'est que le cas de l'Europe et le cas de certains pays, de certaines parties du monde, c'est vraiment différent.
quand vous avez des milliers de morts par jour, lorsque vous avez un système de santé qui est débordé, vous savez, quand vous êtes en train de vous noyer, la première branche qui vient, même si c'est un serpent, vous l'attrapez d'abord, pour peu que ça vous permette de pouvoir garder la tête un peu hors de l'eau. C'est ce que vous faites. Et c'est ce dans quoi l'Europe est aujourd'hui. Donc chacun essaie de parer à la situation d'aujourd'hui, mais à l'éventualité d'une autre vague. On a eu une première, on a une seconde, pas une seconde, une deuxième, parce que quand on dit une seconde, ça veut dire que c'est la dernière. On a une deuxième. Rien ne dit qu'il n'y aura pas une troisième. Donc, chacun essaie de faire du stockage pour répondre et parer à une situation nouvelle qui pourrait arriver. Mais c'est là où on voit que notre bonne volonté de s'asseoir et de se dire nous sommes dans un monde commun où il faudrait voir un peu les intérêts du groupe et tout, ça part en lambeaux lorsqu'il s'agit de sauver son fauteuil et de répondre aux aspirations et aux attentes notamment de son peuple. Si vous gérez ça mal, c'est sûr que les prochaines consultations, vous ne serez même pas là. Il y aura un genre de votre sanction. Et ça, c'est une vérité. D'accord. Merci à vous pour ces regards portés donc sur cette situation de Covid-19 sur le continent africain. Ça va être au tour de Bernard Bougouma pour son avant-propos du jour. Merci, Président. Mon avant-propos va concerner le secteur de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas pour faire de la pub ou pour encenser quelqu'un, mais la vérité aussi c'est que IB Bank de Ebomaf s'exporte a installé ses bases également à Djibouti. Donc en marge de la visite du chef de l'État, il est allé assister à l'inauguration. Il y a beaucoup de commentaires qui disent qu'il n'aurait pas dû, c'est sur le contribuable burkinabé, mais au-delà de tout ce débat-là, il y a la réalité aussi qui est là que c'est un Burkinabé qui s'exporte. Et une banque d'un Burkinabé qui s'exporte. Donc, comme certains l'ont dit, c'est aussi un champion qui s'exporte. Et donc, la réalité aussi, c'est ça. Les autres pays se battent pour imposer, accompagner ceux qui font du succès. Parfois, il y a, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, il y a des soutiens de ce genre parce que c'est aussi l'image du pays. Donc, nous, pour le moment, on est à la traîne. Il y a des débats qui n'arrivent pas effectivement à aller au-delà d'un certain niveau, mais il faut avoir le courage également de le dire. On a besoin aussi du Burkinabé qui s'exporte dans le milieu de la finance, dans le milieu du sport. Il y a Fabrice Zango qui fait pâlir, il y a Iron Bibi qui fait pâlir, et il y a bien d'autres. Et donc, dans chaque domaine d'activité au Burkina Faso, on a besoin aussi d'hommes et de femmes qui s'imposent à l'international. Et quand on voit ces exemples, c'est aussi la preuve à une jeunesse burkinabé que c'est possible. Il faut se battre, mais c'est possible. Et donc aussi faire en sorte qu'il y ait d'autres qui soient aussi à l'international. Il n'est pas le premier à l'international. Il y a Coris qui prenait pratiquement presque tous les pays voisins. Vous avez Coris. Et déjà, il quitte l'Afrique de l'Ouest. IB Bank quitte l'Afrique de l'Ouest pour aller à Djibouti. J'ai dit c'est déjà bien que des Burkinabés également puissent exporter leur expertise dans bien d'autres domaines, y compris le domaine de la banque. Il y a le jeune Thiem Touré dont j'avais fait, qui avait fait l'objet d'un avant-propos. Quand il avait cet investisseur, la partie pour des études en droit, avocat d'affaires qui s'est converti en investisseur et qui a aujourd'hui pris des banques que j'avais également illustré en avant-propos. Ce sont ces succès-là également qu'il faut avoir aussi le courage de présenter. Au-delà de l'imperfection inhérente à l'action humaine, c'est une vérité et c'est aussi un exemple à illustrer et puis comme on appelle ça, à féliciter. Donc j'ai dit bravo à Ebomaf d'avoir montré le chemin à des Burkinabés. J'ai dit au-delà de tout ce qu'il y a à dire sur un homme ou sur une entreprise, il y a aussi que ça doit créer des émules et c'est aussi ça le plus important. Prenez beaucoup d'autres pays, surtout occidentaux, qui sont installés dans nos pays et avec leurs entreprises qui sont là, demandez dans les secteurs d'activité avec qui ils passent la commande pour la maintenance des ordinateurs, pour la commande des carburants, pour l'achat des véhicules, pour l'achat même de l'équipement des bureaux. Il faut demander ça avec quelles entreprises ces messieurs-là également prennent les commandes. C'est entre elles.
ceux qui ont suivi ces choses-là de près savent qu'en même temps, c'est un lobbying qui est fait. Parfois même, c'est plus cher pour vous, monsieur Sanfo, mais comme vous êtes de telle nationalité, vous êtes obligé de prendre avec monsieur Va parce qu'il est également de la même nationalité que vous, plutôt que de venir prendre avec moi qui suis moins cher. Parce que c'est ça, c'est également une intelligence derrière et c'est une fédération de ce qu'on a comme force. Donc je pense également que ça doit nous inspirer. Ce sont des éléments de la diplomatie et de l'entrepreneuriat que beaucoup de jeunes burkinabés n'ont pas encore découvert, mais je pense que c'est très important aussi de regarder ce côté-là. Donc c'était mon propos et c'était un coup de cœur. C'est vrai que ça arrive rarement sur le tribunal de l'actualité, mais quand c'est beau aussi, il faut le dire. Oui. On apprend par ailleurs qu'il y a 14 Burkinabés à Djibouti. Oui, tout à fait. 14 Burkinabés à Djibouti. D'accord. Merci à vous, juge de l'actualité Ben Abdouma. Merci également à Geoffroy Vaha, tous les deux donc pour cette première partie. Sans plus tarder, comme annoncé, on va porter un jugement sur la crise qui ne fait que durer, en tout cas au sein du monde des transports au Burkina Faso. Vous savez que les acteurs sont en conflit depuis quelques temps déjà. Et hier, la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina, Futurbe, a clairement accusé le ministre de tutelle, a sémé donc le trouble au sein des transporteurs. Et ils ont clairement accusé le ministre Vincent Dabilgou de vouloir imposer le camp adverse, à savoir le Haut Conseil des transporteurs, donc qui a obtenu, selon eux, un récépissé par erreur. Et c'est un instrument que le ministre veut utiliser pour diviser les transporteurs et en cultivant la haine au sein donc de ce secteur-là. Et on a vu en tout cas M. Kéré, qui est le secrétaire général du Futurbe, fulminer à travers en tout cas cette sortie-là. Quel regard peut-on y porter, puisque nous les avons reçus tour à tour pour chacun expliquer en tout cas sa vision de la chose et de la sortie de la crise. Aujourd'hui, la crise persiste. On va y porter un jugement. Bernard, on voit aujourd'hui que c'est ce qui couvait qui a été finalement porté à la place publique. Et quand vous analysez les choses, à quel degré de la conflictualité nous sommes aujourd'hui? Bon, nous sommes... ce n'est pas ouvert, ce n'est pas un conflit ouvert parce que pour le moment, il n'y a pas eu d'affrontement physique. Mais en tout cas, il a quitté la zone de latence. Parce qu'il y a une autre étape qui est franchie. Il y a maintenant un doigt accusateur qui est porté sur quelqu'un qui serait l'instigateur des troubles. Autrement dit, on n'en aurait pas. C'est aussi également que c'est des choses qu'on voyait venir. Parce que deux structures dans le même domaine, avec des acteurs différents, qui se partagent une zone, c'est pas sûr qu'on aura une cohabitation suffisamment facile. Et donc, le domaine est vaste. Il y en a qui disent qu'ils ne sont pas pris en compte, d'autres qui disent qu'ils sont pris en compte. Donc, c'est sûr que cette crise-là, on la voyait venir. Mais pour nous, c'était une affaire réglée compte tenu des différentes médiations qui avaient eu lieu. Il y avait une grève des transporteurs, 72 heures, qui avait été annoncée, qui a été rapidement résolue à l'issue de négociations. Et donc, pour nous, la crise même des fêtières est passée. Jusqu'à ce qu'effectivement, cette fois-ci, c'est la fêtière qui sort, alors qu'avant, c'était le Haut Conseil, parce qu'il y a la fêtière et le Haut Conseil. Avant, c'est les éléments du Haut Conseil qui sortaient, et c'était eux d'ailleurs qui avaient contesté sérieusement les conditions d'ailleurs de la mise en place de la fêtière. Aujourd'hui, ce sont les responsables de la fêtière, accusés également en son temps d'avoir été soutenus par le ministère. Et c'est pourquoi d'ailleurs, d'avoir été soutenu par le ministère pour brimer les autres, ce sont là qui avaient été sortis. Et cette fois-ci, c'est également l'inverse des propos, mais qui incrimine également le ministère. Et cette fois-ci, la personne du ministre qui aurait travaillé à ce que le Haut Conseil puisse avoir son récépissé. Alors, question ? On parle même plus d'immixtion, on parle clairement de tirer les ficelles. Oui, on parle clairement de tirer les ficelles et les faits et les accusations sont tellement graves que, de mon point de vue, il y a quand même des preuves qu'ils disent que ce monsieur de la fêtière détienne. Sinon, je dis bien c'est très grave. Parce que dire que c'est ce qui a fait qu'ils ont pu avoir le récépissé, alors que le récépissé est délivré au niveau de la DGLPAP qui relève du ministère de l'administration du territoire, donc achat des libertés publiques, des organisations, des associations autres. Voilà. Je dis bien, même s'il y a quelqu'un qui tire les ficelles, mais il y a aussi quelqu'un qui regarde de façon rigoureuse qui donne le récépissé. Alors, va-t-on nous dire que ces derniers également sont complices du ministre Dabilgou pour pouvoir, ou bien c'est des injonctions qui ont été faites au plus haut niveau pour qu'effectivement
on arrive à une telle situation, je dis que ce sont des accusations suffisamment graves que je pense certainement ceux qui le font doivent avoir les preuves de ce qu'ils disent et pourront, de mon point de vue, les faire exploiter à un autre niveau, parce qu'on a aussi une justice qui tranche. Parce que si on se limite à ces accusations sans aller au-delà, alors qu'on dit de tenir des preuves, je ne verrai pas l'opportunité d'ailleurs de la sortie s'il ne faut pas une action pour arrêter cela. Parce que si c'est de l'injustice, il faudra une action pour arrêter cela, et on a une justice qui est là pour ça. Geoffroy, on connaît quand même la force de nuisance de ces acteurs-là quand ils sont en mouvement d'humeur. On a vu comment le pays a été plusieurs fois paralysé suite à cette crise-là. C'est quand même pas parce que l'autorité ne s'est pas intéressée au conflit qui, en tout cas, opposait les acteurs. Comment vous expliquez le fait que ça perdure jusqu'à aujourd'hui? Bon, je crois aussi qu'il y a une question d'intérêt, c'est la gestion du fret. L'État qui reprend les choses en main, qui confie au Conseil burkinabé des chargeurs de façon pratique pour gérer un certain nombre d'éléments. Et depuis, il y a des désaccords sur la question, notamment avec la fêtière dont on vient de parler tout à l'heure, la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. Mais vous vous rappelez aussi que même dans la dynamique pour parvenir au fameux arrêté ministériel du 21 octobre 2020, le jour de la signature, la fêtière était dans la salle. Vous avez vu comment ça s'est passé. Ça s'est très mal passé, ça s'est terminé en queue de poisson. Après, on a rattrapé les choses pour que la signature se fasse. Ça veut dire que ce n'est jamais un long fleuve tranquille pour ce qui est de la gestion du fret. Et les intérêts, à mon sens, sont tellement peut-être colossaux que les uns et les autres, voilà, chacun tire la couverture de son côté. Même pour moi, ça n'arrange pas le secteur de l'économie burkinabé. Mais parlons justement de la fêtière et puis de ce Haut Conseil. On ne va pas s'arrêter à ce que dit la fêtière. Le Haut Conseil avait fait un point de presse, c'était le 12 janvier dernier, à Ouagadougou même, et Barrow Alassane, qui est le secrétaire général du Haut Conseil, qu'est-ce qu'il disait? Il parlait des différents problèmes qu'il y avait sur la question de la gestion du fret. Parce que, comme je le disais, le bon de chargement, qui est gratuit, devrait maintenant être délivré par la CBC depuis le fameux arrêté du 21 octobre. Et voilà ce que dénonçait notamment le Haut Conseil, qui disait le bon de chargement est gratuit et doit être délivré par le CBC sans aucun intermédiaire, mais sur le terrain, la délivrance des bons de chargement serait confiée à la FUTERBF. C'est la même fêtière dont vous parliez tout à l'heure, et que ce qui pénalise, a-t-il dit, les membres du Haut Conseil, car sans le bon de chargement, le transporteur est sommé de payer une contravention de 200 000 francs CFA. Voilà le problème qui est posé par le Haut Conseil. Donc, il y a comme des bagarres des chiffonniers. Le Conseil burkinabé des chargeurs, à qui la question de fret, sa gestion a été donnée, trouve l'intermédiaire qui est la fêtière des transporteurs, voilà, la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina, qui elle aussi fait le jeu de pression relativement aux membres du Haut Conseil avec lesquels ils ne sont pas en odeur de sainteté. Donc ça fait que si vous n'avez pas ce sésame-là, vous êtes obligé de payer une contravention de 200 000, et il continue pour dire que cette situation entraîne entre autres le blocage de livraison de bons de commande, l'orientation par le CBC de tout demandeur de bons de chargement vers la FUTERBF et le blocage des camions à la frontière Togo et du Burkina Faso. Voilà la situation qui décline. C'est-à-dire que même le Haut Conseil soupçonnait le ministère d'avoir un penchant pour la FUTERBF. Et je continue pour dire, voilà ce que le Haut Conseil disait, parce qu'il y a une question qui avait été posée. Est-ce que le Haut Conseil avait entrepris notamment des démarches pour décanter la situation? Et ce que Alassane Barrow répond, c'est dit, il a saisi l'opportunité pour réitérer son appel à l'endroit du ministère des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, afin qu'ils trouvent une solution définitive à cette crise. Parce qu'ils ont tenté d'interpeller donc la structure et ils n'ont toujours eu aucune réponse favorable. Ça, c'était le point de presse du 13 janvier. Peut-être que le ministère a répondu favorablement à leur requête, parce qu'ils ont l'impression d'être mis de côté et leurs affaires sont en train de piétiner. C'est une question de fret. La marchandise, il y en a un détenteur. Le transporteur, il est celui qui l'achemine. Donc il ne faudrait pas que les bagarres des chiffonniers en arrivent à faire plomber les activités des gens.
c'est pas parce qu'on est de la fêtière unique des transporteurs du Burkina, ou même qu'on est du Haut Conseil des transporteurs, que lorsque c'est vous qui êtes en odeur de sainteté avec le Conseil burkinabé des chargeurs, donc l'autre camp a tous les problèmes pour pouvoir continuer son activité. En fait, c'est une bagarre de chiffonnier. Pour moi, c'est une bagarre de chiffonnier. Ce que ça révèle, c'est que même la prise en main de cette question du fret ne résout pas définitivement le contrôle de l'un ou l'autre à son avantage. C'est ce qui est en train de se passer. Et puis, je crois que les acteurs même du secteur donnent raison au ministère d'essayer de reprendre les choses en main. Parce que si la question du fret est utilisée pour tuer l'activité de celui qui ne partage pas notre carte, notre carte de membre, parce qu'il n'est pas membre de notre fêtière, ça devient compliqué. Ça ne peut pas être utilisé comme un moyen de déstabilisation. Et que ce soit du côté du Haut Conseil ou que ce soit du côté de la fêtière. Moi, je pense qu'il y a... Et en la matière, le ministère aura toujours des problèmes tant que les acteurs eux-mêmes ne sont pas assez responsables et ne s'assument pas. Aujourd'hui, vous voyez, le 13 janvier, le Haut Conseil qui pense que le ministère qui regarde les choses sans rien dire est de mèche avec la fêtière unique des transporteurs et donc ne regarde pas la réalité de leur situation. Et quand on y répond, c'est la fêtière qui dit d'ailleurs même ce machin que vous avez créé pour nous diviser là, vous leur faites la part belle. Il y a un véritable souci. Il y a un véritable souci. Donc il y a visiblement un besoin d'expression de l'autorité pour se faire entendre finalement. Évidemment. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment est-ce que le Conseil burkinabé des chargeurs qui devrait gérer les choses, met encore des intermédiaires parce qu'il ne devrait pas en avoir, selon ce que le Haut Conseil nous dit. Peut-être la solution, c'est vraiment de revenir à ce CBC qui joue son rôle plein et que, quelle que soit votre coloration, la dynamique soit la même et qu'on avance. Sinon, si ça doit être utilisé par chacune des parties comme étant un moyen de pression contre l'autre, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Et puis, il y a un spectacle peut-être meilleur que ces acteurs du monde du transport là transport de marchandises devraient nous donner, pour moi. Parce que depuis la bagarre de chiffonnier à laquelle on a droit là, où les accusations et les insultes par moment et l'humiliation même subie par le ministre, c'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup. Il devrait nous donner maintenant un autre visage. Il devrait apprendre à se parler. Et pour moi, c'est beaucoup. Je me rappelle que lors de mon... Comment dire ça lors d'un de mes JDS, j'ai reçu aussi l'un des membres du Haut Conseil, je pense que c'était le premier vice-président, il n'était pas là en cette qualité-là, mais on discutait et on a fait sur le plateau du problème. Même au niveau du ministère, il y a beaucoup de choses à redire, parce que l'encadrement même de la chose encore n'est pas si parfaite que ça. Vous regardez, selon des explications qui sont données, même la question de la catégorisation des prix et des cotations, ce n'est même pas encore bien. Pour eux, il y a beaucoup de travail encore à mener. Le ministère peut-être a beaucoup d'efforts à faire, mais je pense que les acteurs d'abord, tant qu'ils ne s'entendent pas, vous savez, on ne peut pas venir, on ne peut pas unir contre leur gré des personnes qui ont décidé d'être dos à dos. C'est vraiment difficile. Et le ministère sera toujours taxé d'être d'un camp ou de l'autre, selon que l'intérêt du moment n'est pas positif selon l'entendement de l'un des camps. Et ça sera vraiment toujours difficile. Je ne sais pas comment le ministre va s'en sortir, si ce n'est qu'appeler à la responsabilité et à la capacité de s'élever, notamment de ces acteurs du secteur-là. Est-ce que justement, il ne faudrait pas le règlement du problème à un niveau plus supérieur que celui du ministre? Parce qu'on a vu aussi, l'on dit que le Premier ministre leur a adressé une correspondance dans laquelle ils reconnaissent que justement... Vous voulez réagir? Allez-y. Oui, votre question est tellement intéressante. Il n'est pas terminé. Allez-y. Votre question est tellement intéressante. Moi, je crois aussi qu'au Burkina, on est devenu champion de quelque chose. Vous vous rappelez, c'était sous Thiéba. On a eu des problèmes avec des transporteurs. Ils ont dit, nous, on ne parle pas avec le ministre, on ne parle pas avec le Premier ministre, on parle avec le président. Ah, mais si tout le monde au Burkina va parler avec le président pour son problème, où on va? Pourquoi est-ce qu'on a un gouvernement? Pourquoi est-ce qu'on a des ministres qui sont en charge de certains départements? Pourquoi est-ce qu'on délègue? C'est pour que des solutions soient trouvées. Si tout le monde veut aller parler au président pour trouver sa solution, bon, je sais, peut-être que le président, le même matin, tellement il est accessible, quelque chose va lui arriver. Ah oui, parce que vous savez, quand vous êtes celui qui tranche dans beaucoup de conflits, à un moment donné,
vous n'avez plus tant de distance. Vous n'avez plus la hauteur qu'on veut. Et votre mot n'a plus le même poids. Si vous êtes toujours à un moment donné, vous êtes presque parti dans le conflit parce qu'on aura dit à un moment donné que vos décisions, c'est ça qui nous a mis dans des problèmes. Mais quand on a dépassé le président, on va où? Non, je pense qu'on doit commencer à savoir régler notre problème à des paliers où c'est gérable. On n'a pas besoin que le choc des égos ne soit tranché que par un président. Non, je pense que ça, il faut qu'on arrête ça. On peut en déduire que le Premier ministre ou le Président fragilise en quelque peu les différents ministres sur certaines questions, parce qu'eux, ils disent qu'ils ont reçu une correspondance du Premier ministre, donc qui confirme qu'ils sont les seuls interlocuteurs donc, du gouvernement sur la question des transporteurs. Et malgré cette confirmation, le ministre outrepasse cette décision et persiste de toujours associer le camp adversaire, à savoir le Haut Conseil, donc, pour gérer la question. Justement, au niveau du Burkina, ce sont ces amalgames-là qui ne nous facilitent pas la tâche. Donc si le Premier ministre dit que c'est l'interlocuteur attitré, je pense quand même qu'il a fait ampliation à son ministre. Et c'est sûr d'ailleurs que le minimum dans la gestion, il est déjà certainement qu'il a échangé avec son ministre avant effectivement de pouvoir le faire. Et si le ministre passe outre une telle situation, naturellement on devrait pouvoir regarder, c'est de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Voilà. Maintenant, c'est la parole aussi d'un groupe qui n'est pas d'accord avec un autre groupe. Donc il y a aussi de la prudence à avoir. Parce que l'autre groupe aussi n'a pas dit qu'il n'a pas reçu un courrier. Parce qu'ils disent que nous sommes dans des domaines bien différents. C'est vrai, c'est le transport. Il y en a qui sont dans le transport marchandises. Il y en a qui sont dans le transport des hommes, des personnes. Voilà. Donc, et qui ne sont pas dans les mêmes fêtières, qui n'ont pas les mêmes niveaux d'organisation et qui n'ont même pas les mêmes impacts aussi en termes de manifestations parfois. Et donc, à l'intérieur, il y a des domaines bien spécifiques. Et la fêtière, c'était d'ailleurs pour regrouper ça. Et malheureusement, ça n'a pas marché, alors qu'il le fallait. Mais maintenant, on ne pourra pas continuer éternellement dans ces amalgames-là. Le Premier ministre dit ici, le chef de l'État dit ici, les plaignants disent nous ne sommes pas d'accord avec. Mais après, c'est le contribuable burkinabé, c'est le citoyen qui casque. Dans cette bataille rangée, si aujourd'hui il y a un mouvement d'humeur ou une grève d'une journée, 2 ou 3 jours, ben ça se ressent. Ça se ressent. Et puis à tous les niveaux. Parce que même les turbines de l'électricité, là, de l'autre côté, à l'ONU, tournent avec du carburant. Donc, quand on dit carburant, c'est vraiment c'est le nerf, quoi. Donc, ça dit que c'est un mouvement qui, à la limite, allume toute la nation, toute la République. Mais comment des gens si bien organisés, qui ont des entreprises, qui tutoient l'international, où c'est vraiment des gens qui gèrent bien leurs entreprises et tout, ne peuvent pas s'asseoir pour se parler entre patrons, pour que ces choses-là, effectivement, soient mises de côté, comme l'a dit Geoffroy. On a mieux à avoir, quoi. On demande mieux. En fait, il y a de l'indignation quelque part. Et puis, c'est des batailles rangées qui ne finissent pas. Donc, en réalité aussi, c'est une affaire de gros sous. Ce sont des gros intérêts qui sont là dans le domaine du transport. Donc, à côté, vous avez aussi les chauffeurs qui rasent les murs. Et vous avez les patrons qui n'arrivent même pas à s'entendre, à s'accorder sur le minimum. Donc, fêtière, au Conseil. Mais aujourd'hui, qui est l'interlocuteur attitré de ce domaine-là? Ils disent que le Premier ministre a dit que c'est eux, mais le ministre tourne. C'est pourquoi j'ai dit, il doit pouvoir avoir les preuves de ce qu'ils disent et faire arrêter ça par qui de droit. Alors, comment on gère en définitive cette question, cette crise-là? Est-ce qu'il faut négocier un camp à accepter d'être fusionné à un autre? Ou bien il faut régler la question, huiler la machine donc de la gestion du fret et autres, de telle sorte que un camp ne puisse pas en tout cas l'utiliser aussi pour nuire à un autre. Comment vous voyez justement la sortie d'une crise définitive de ce conflit-là? Moi, je pense que c'est vraiment difficile, tant que les acteurs eux-mêmes ne mettent pas bas la terre et commencent à se parler. Parce que quand vous voyez la fêtière, le nom même, la dénomination, c'est la négation qu'il y ait un autre mouvement ou un autre rassemblement ou un autre regroupement autre
que le leur. C'est fêtière unique des transporteurs. Donc, si vous n'êtes pas dedans, c'est un peu bizarre. Et ça s'est fait à Bobo, c'était quoi, 2020. Et derrière, il y avait une dynamique quand même. Il y avait une recommandation même de la Banque mondiale, je crois. Et puis, bon, il fallait avoir à un moment donné un interlocuteur bien fixe, bien connu devant. Et je pense que c'est cette dynamique-là qui a concouru à ce qu'on ait cette fêtière-là. Mais la réalité, c'est que sur les 19 groupements qu'on avait, il y en a 4, je pense, qui ne sont pas rentrés dans cette fêtière. Ouais. Mais les 4 là doivent continuer aussi d'exister. Je dis, bon, peut-être qu'on veut forcer la question de la pensée unique, ou bien qu'est-ce qu'on veut, mais si il y a que la dynamique de l'État était clairement d'avoir un interlocuteur unique, je ne sais pas comment est-ce qu'on va régler le reste. Parce que quand vous écoutez aussi la fêtière, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, pendant que nous pensions que tout semblait rentré dans l'ordre, le représentant du CBC, Conseil burkinabé des chargeurs, au port de Lomé, informait le nôtre qu'instruction leur a été donnée par leur hiérarchie de répartir le quota du fret burkinabé à tous les acteurs. C'est le problème. Répartition du fret burkinabé à tous les acteurs. Donc, pas seulement à la fêtière unique. Et quand vous écoutez chacun des camps, que ce soit le Haut Conseil, ils ne nomment jamais l'autre. La fêtière unique ne nomme pas le Haut Conseil. Parce que il se regarde en chien de faïence. Maintenant, dit que parce qu'on a la fêtière unique, la question du fret, ça ne doit être réparti nullement à tous les acteurs. Moi, je dis, mais comment les autres là vont faire? Donc, c'est tuer leur activité maintenant, mais qu'est-ce qui est voulu? Et c'est ça aussi le problème de nos administrations. Quand la fêtière dit qu'il y a une correspondance du Premier ministère qui dit clairement que c'est eux l'interlocuteur unique, c'est qu'après, quand vous discutez avec d'autres personnes, ça devient compliqué. Après, il faudrait les vérifier. Et ça encore, c'est à vérifier. Maintenant, est-ce que c'est une interprétation d'un document ou bien c'est ce qui a été écrit? Ça, il faut encore aller chercher. Mais je dis, quand le 13 janvier aussi, le Haut Conseil dit avec le CBC et la fêtière unique qui semble être devenue un intermédiaire, nous n'arrivons plus à travailler parce que nos camions sont bloqués, il faut payer 200 000 francs CFA de dommages pour un certain nombre d'éléments, mais il y a un problème. Comment eux ils continuent de travailler dans cette situation? Ou bien peut-être c'est le moyen de tout trouver de les tuer ou bien de les ramener forcément à la fêtière unique. Ça devient compliqué. Je ne sais pas comment le ministère va s'en sortir là, mais tant que les acteurs ne prennent pas de la hauteur, ça sera vraiment difficile. Tant qu'on veut utiliser peut-être la question du fret et de sa gestion pour régler le problème de la fêtière unique, soit que les autres s'écrasent et ils rentrent dedans, ou bien que le ministère à un moment donné choisisse son camp, il n'y a pas de camp à choisir. C'est le Burkina. Oui. C'est des transporteurs. Ils ont un rôle. C'est la question du fret. C'est des marchandises à transporter. Est-ce qu'il faut être... Bon, vraiment, c'est... Quand on regarde quelquefois, on se dit... Quelquefois, c'est nous qui créons notre propre bagarre. C'est-à-dire, là, on a créé un problème. Alors qu'en se parlant, on pouvait avancer. C'est souvent difficile de parler de cette question sans verser dans l'émotion. Oui, c'est très difficile d'être. Comment vous voyez une gestion définitive de la situation? Alors, la gestion définitive de la situation, c'est un dialogue franc et sincère entre les acteurs, qu'ils se parlent sincèrement et que ce soit honnête. Je dis bien honnête, aussi bien que les organisations elles-mêmes, que l'interlocuteur au niveau du gouvernement, le ministère. Mais si à l'intérieur du gouvernement, on a besoin d'une organisation pour manipuler, ou bien une autre pour manipuler, nous n'allons pas pouvoir nous en sortir. Alors qu'on a aussi l'habitude de voir ça dans la gestion quotidienne, où des organisations sont suscitées pour mettre à mal d'autres organisations, et puis après, ça devient effectivement un problème. Donc, dialogue honnête et sincère, franc. L'idéal, c'est d'arriver effectivement à une fêtière unique. Parce que quand on dit transport, quand j'entends transport, je vois des sacs de ciment, je peux voir également un passager. Quand je ferme les yeux, je peux voir un bus de 70 places, tout comme je peux voir un camion de 10 tonnes. Donc quand on dit transport, c'est réellement ça, quoi. C'est un moyen de locomotion et avec des gens ou des biens à l'intérieur. Maintenant, la différence de dire c'est ceci, c'est cela, là, vraiment, c'est en ce moment-là qu'on n'arrive pas effectivement à se comprendre. Donc, que ces messieurs-là et ces dames qui sont dans ce domaine puissent se parler honnêtement. Parce que nous, ce que nous redoutons, ce n'est pas qu'ils ne s'entendent pas. Hein. Ce n'est pas ça.
C'est qu'on se lève un matin, on dit que dans 3 jours, il y aura... il y a pénurie. Non, il ne dit pas pénurie, il dit grève. Et puis, dès que vous arrivez à la première station, c'est une longue file. En une journée, c'est fini. La nuit, il y a un ravitaillement dans des bidons pour aller conserver. Et puis, il y a d'autres qui font le plein, espérant que d'ici là, ça va se régler. Mais avec ça, c'est le stress pour des Burkinabés qui vivent au jour le jour, où le carburant vous mettez chaque jour 500 ou chaque jour 1000 francs, comptant sur une probable entrée d'argent pour mettre encore du carburant. Et tac, des gens décrètent 72 heures et il faut se débrouiller, faire le plein et garder une réserve, avec tous les risques d'ailleurs que cela comporte. J'ai dit il va falloir à un moment donné avoir le courage de siffler la fin de la récréation, avancer à autre chose. Mais quand vous dites parler sincèrement, à quel niveau on peut discuter? Est-ce que c'est toujours sous l'égide du ministre ou bien il faut aller à un certain niveau? Ça ne peut pas se faire sans le ministère, sans le gouvernement. Parce qu'après, il y a quelqu'un qui arbitre. Et quand on prend les organisations, il y a toujours la main des dirigeants, des gouvernants. Vous êtes une organisation, pour être officiellement reconnu, vous allez aller demander, comment on appelle ça, une signature et un cachet qui prouve que vous existez légalement. Donc, même s'ils finissent l'organisation entre eux, il y a quelqu'un qui va venir. Et même à l'installation, qui peut venir superviser pour dire, bon, écoutez, nous sommes venus avec un œil extérieur, nous avons regardé les acteurs, tout s'est bien passé, c'est conforme à l'esprit, c'est conforme à ceci, et puis bon, voilà. Ailleurs, c'est des gens qui... C'est des notaires qui assistent, c'est des huissiers, en fonction de ce qu'on a à faire. C'est des personnes extérieures qu'on envoie pour, comme on appelle ça, pour regarder, même dans les entreprises. Quand vous voulez mettre en place votre règlement intérieur, mais il y a un œil de l'inspection du travail qui vient pour regarder, vous mettez en place le règlement intérieur avec à l'appui un délégué du personnel. Donc il y a toujours l'œil de l'administration qui doit jouer un œil neutre mais objectif. C'est-à-dire quand c'est pas conforme, c'est de dire c'est pas conforme. Quand c'est conforme, on laisse passer. Donc il ne pouvait pas s'organiser, finir sans qu'il y ait la main du dirigeant. C'est pas possible. Ça aussi c'est pas possible parce que c'est en même temps lui le régulateur qui dit à partir d'aujourd'hui le carburant il passe à celui-là, le coût du transport il revient à cela. Voilà. Donc la réalité aussi, il faut qu'on... Mais il y a même un autre problème. J'ai fini la parenthèse, les transporteurs ont augmenté le coût de transport quand on a demandé la distanciation sociale dans les compagnies de transport. Ils ont augmenté les coûts. Mais aujourd'hui, ce n'est pas respecté. Mais ils n'ont pas diminué les coûts. Ils n'ont pas baissé les coûts. Mais il y a un gouvernement qui regarde. Et la question que je me pose, c'est pourquoi? Les coûts n'ont pas changé. Mais ils ne respectent pas. Il n'y a pas quelqu'un qui porte un cache-nez. Et il n'y a pas de distanciation sociale. Mais les coûts n'ont pas changé. Pourquoi? Alors que le coût, c'était par rapport à ce qu'on a vu, comme ils disent que pour faire, il faut tenir compte de cela, et puis tac, voilà. Mais nous-mêmes, on a des choses, nous aussi, ils doivent nous rendre aussi des comptes, en attendant aussi de... Donc, mais il y a un gouvernement qui doit pouvoir avoir le courage de taper du poing sur la table et faire respecter, qu'on n'a pas vu venir et qu'on ne sent pas venir dans ce domaine-là aussi. Je ferai une dernière réaction, allez-y. Oui. Moi, je crois aussi que c'est la trop forte immixtion aussi de l'État dans un certain nombre d'un certain nombre d'organisations. Il y a la fonction régalienne, c'est comme qui dirait la main visible. Mais je veux dire que il n'y a pas à trop s'immiscer dans l'organisation d'un secteur privé. Il y a peut-être à mettre des garde-fous et puis à voir comment est-ce que les acteurs eux-mêmes vont vers des regroupements qui sont l'émanation de leur propre volonté et de la direction qu'ils veulent donner, notamment à l'évolution de leur activité. Quand vous permettez des petits jeux, souvent pour positionner certains, c'est ce que ça donne aussi à la fin, où vous êtes parti au problème. Je crois que c'est ce qui est en train d'arriver. On a une fêtière qu'on a forcé à mettre sur place avec les avatars, avec aussi quelquefois les petits jeux et les petites discussions nocturnes pour qu'on puisse avoir peut-être des personnes qui répondront de nous, qui feront ceci, qui feront cela. Maintenant, quand ça donne ce que ça a donné, à la fin, 19 membres, vous avez une fêtière à la fin avec 4 organisations qui ne s'y reconnaissent pas. 3. 3 qui ne s'y reconnaissent pas. Mais à la fin, les 3, vous faites comment? Vous leur dites de mourir, mais vous faites comment?
Mais justement, est-ce que ce n'est pas un faux procès qu'on fait au ministre? Parce que là, c'est une rivalité sempiternelle entre les deux acteurs qui finit par l'emprise d'une autre. Est-ce que véritablement il y a à mettre la responsabilité du ministre dans cette affaire? Moi, je ne parle pas du ministre, parce que c'est pas seulement... Vous avez parlé de volonté d'imposer. Mais quand les gens de la fêtière vous disent que le récépissé du Haut Conseil, il y a un ministre qui vous dit, désolé, ça même je l'ai fait par erreur. Ça encore, on attend que ce soit vraiment confirmé. Vous voulez qu'on dise quoi? Ça veut dire qu'il y a dans le secteur un genre d'immixtion très forte qui donne aussi à la fin cela où vous ne pouvez plus avoir, parce que chacun vous dit le ministre il est de ce bord là ou bien il est de ce bord, c'est-à-dire chacun il voit dans les décisions du ministre un intérêt. Parce que le rôle de l'État, c'est régulier. On est en train de parler d'un secteur aussi qui est quand même aussi d'abord des transporteurs, c'est des privés, hein. C'est ça. Maintenant, il y a un minimum d'organisation qu'on leur demande de mettre en place parce qu'ils sont, quoi qu'on dise aussi, chapeautés par un ministère qui effectue un certain nombre, qui a une organisation en tout cas, et des schémas qui sont mis en place. Mais là, on a l'impression qu'on ne peut pas sortir par le haut parce que les acteurs même ne respectent pas. Le ministre, je pense qu'on ne va pas revenir sur ce qu'on a vu il n'y a pas si longtemps. Donc, dans ce cas de figure, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Moi, il faut que chacun prenne de la hauteur, sinon ça sera vraiment difficile. Et alors que les mêmes fêtes, on voit ça dans tous les autres pays. Hein. Mais pourquoi c'est chez nous, il y a beaucoup de bruit comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il ne faut pas copier? C'est bien la question à poser à qui de droit. Nous essaierons donc de rentrer en contact avec la personne nommément citée, à la personne donc de Vincent Dabilgou, pour répondre à ces accusations. Et le conflit en tout cas est réparti de plus belle. On espère qu'on pourra trouver solution définitive et on va suivre cette affaire pour vous, mesdames, messieurs. On va parler maintenant d'autres choses au niveau du climat sociopolitique en République démocratique du Congo. Vous savez, 1 mois et demi, donc après avoir rompu avec son ancien allié Joseph Kabila, le président Félix Tshisekedi franchit donc une nouvelle étape vers la mise en place d'un nouveau gouvernement. Hier, on a assisté en tout cas au vote par les députés de l'Assemblée nationale de ce pays en faveur de la destitution du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, donc, et selon l'article 147 de la Constitution de ce pays, en cas de motion de censure, le Premier ministre aura 24 heures pour démissionner, mais lui, il réagit à l'annonce en disant qu'il ne reconnaît pas du tout ce qui a été entrepris, puisque dans une lettre adressée au bureau d'âge du Parlement, il a dénoncé ce qu'il appelle une manœuvre politicienne sans fondement factuel. Quelle est l'appréciation qu'on peut donc donner de cette situation? C'est le dernier rempart de ce qui pouvait constituer les défenseurs de la cause de M. Kabila qui vient de voir en tout cas sa motion de défiance être votée par l'Assemblée nationale de ce pays-là. Alors, qu'est-ce que vous inspire cette situation encore une fois? Bon, c'est le divorce qui a été signé entre Tshisekedi et Kabila qui est en train de voir toute sa forme d'expression, et ce avec l'onde de choc qu'il devrait y avoir. On l'a vu, d'abord, il y a la rupture de banc entre les deux grands hommes, il y a les implications au niveau de l'Assemblée nationale, parce que quoi qu'on dise, c'est en gros 500 députés. Et si Tshisekedi a été obligé à aller à cet attelage-là qui pour beaucoup était mal assorti, c'est parce qu'il était dans un inconfort des plus terribles au niveau de cette Assemblée nationale-là. Sinon, ça allait être vraiment difficile pour lui de gouverner. Et donc vous venez, après quelqu'un qui a fait 18 ans au pouvoir, parlant de Kabila, et puis vous l'avez dans les bottes. C'est vraiment difficile de gérer les choses. Et celui qui se rêvait en Vladimir Poutine, quoi qu'on dise d'une façon ou d'une autre, était vraiment tapis. Et pour Tshisekedi, il savait très bien que les consultations qui viendraient après pourraient sceller son sort. Même si celui qu'il avait à côté de lui n'était pas vraiment son ami le plus proche, mais son ennemi le plus
le plus proche. Et donc, du coup, il y avait quelque chose à faire. Courageusement, il a travaillé à se construire une nouvelle majorité avec ses alliés nouveaux. Et puis, bon, avec beaucoup de chance, les choses ont pu se faire. Avec 367 députés, par exemple, sur 500 qui arrivent à destituer un Premier ministre, ça veut dire que même des députés du camp Kabila ont rejoint cette nouvelle majorité-là. Avant ça, il y avait eu l'autre acte qui était celui de descendre celle qui était présidente de l'Assemblée nationale. Ça aussi, ça a pu passer. Je crois que si le Premier ministre ne reconnaît pas ceux qui ont siégé, c'est parce que la dynamique de destitution de l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale pour le camp Kabila, ça s'est fait dans le non-respect de ce qu'ils ont comme texte et règles. C'est ce qu'ils disent. Donc ils restent dans leur logique pour dire que même la nouvelle équipe qui est là et tout, le nouveau bureau, s'ils décident la décision du Premier ministre, c'est nul et non avenu. Mais bon, c'est quelque chose qui est déjà fait. Hein. Il a 24 heures, logiquement, parlant du Premier ministre, pour déposer sa démission. Maintenant, pour certains observateurs, c'est qu'il y a deux choses qui peuvent se faire. Soit le Conseil constitutionnel, non, qui va se prononcer, permettre à Tshisekedi de continuer, mais Tshisekedi lui-même qui va prendre un acte pour le démettre et puis considérer la motion de défiance. Voilà, et puis les choses vont continuer. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est Tshisekedi qui assoit encore plus son affranchissement avec Kabila, et ça, pour lui, ça ne pouvait être que bénéfique. Parce que Kabila était comme une vraie pointe qu'il avait dans la chaussure. Et ça le dérangeait énormément. Vous ne pouvez pas venir après quelqu'un qui a fait 18 ans de pouvoir et puis c'est avec lui que vous vous alliez. Il est presque président. Et c'est vraiment difficile. Mais à la réalité aussi, c'est que maintenant, Tshisekedi sera beaucoup regardé sur les performances qui seront les siennes. Vous avez une nouvelle majorité, c'est vrai. On ne vous a pas élu pour aller de constitution de majorité à constitution de majorité. Non. C'est de mettre en œuvre ce que vous avez promis aux Congolais. C'est là où il sera attendu. Maintenant, son inconfort au fil de son parcours à pouvoir mettre en place ce qu'il a promis lors de sa campagne, ça, c'est pas ça le plus important. C'est qu'est-ce qu'il a vraiment fait. Et il se donne les moyens en tout cas, mais c'est vraiment pas facile. C'est-à-dire que le tout n'est pas d'arriver au palais, mais c'est au niveau de certaines institutions d'en avoir évidemment d'avoir une mainmise là-dessus. Sinon, vous êtes une reine Elisabeth. Bernard, si vous comprenez l'attitude du camp Kabila, qui n'arrive pas à concevoir que le divorce soit consommé et soit acté, continue de faire un peu de la résistance, alors que clairement, d'aucuns estiment qu'il fallait prendre les devants des choses, donc pour concéder ce qui est réclamé, quitte à travailler à reconquérir le pouvoir plus tard. Ah oui, c'est mieux. Il leur faut revenir sur terre, parce que ce n'est pas en bandant les muscles, en tenant un bras de fer contre le président, qu'ils vont s'en sortir. Le mieux, c'est de se réorganiser, parce qu'il a déjà fait 2 ans, donc il reste 3 ans. Donc c'est de se réorganiser pour les prochaines élections. Mais s'il faut mettre tous les efforts dans comment est-ce qu'on lui barre, dans comment est-ce que monsieur va s'en sortir, parce qu'en même temps, il prend de la graine au sein des populations, parce qu'il s'affirme comme chef de l'État, dépositeur de pouvoir, et qui entend exercer pleinement l'exercice de ses fonctions. Parce que le jour de la prestation de serment, une phrase qui me plaît beaucoup. On dit que vous êtes renvoyé à l'exercice de vos fonctions. C'est à vous de vous assumer. Maintenant, si vous êtes renvoyé à l'exercice de vos fonctions et vous courez toujours prendre des instructions, vous n'allez pas exercer vos fonctions. Et c'est ce qu'il a compris. Et ceux qui pensaient que c'était le dindon de la farce, c'était l'homme de faire valoir, c'est juste un pantin entre les mains de Kabila qui va manipuler, qui veut le manipuler à souhait parce que l'autre challenger n'allait pas accepter. Ils sont en train de se tromper. Parce que ce qu'il dit également, c'est que pour sa survie, il va falloir s'affranchir de Kabila. Ce n'est pas un parricide en soi, parce que Kabila n'est pas pour lui un père politique en tant que tel. Ailleurs, on parle de parricide, de Wad, Maki, tout, mais là, ce n'est pas la même chose, c'est très différent. Et lui aussi, il avait besoin de Tshisekedi pour sortir par une porte honorable. Donc, il en avait besoin, mais aussi de garanties de protection. Donc, mais quand c'est comme ça, il faut savoir doser les choses, quoi. Il a voulu faire du Poutine, mais Poutine ne fait pas de la Poutine qui veut.
mais qui peut parce que c'est très difficile en 5 ans. Alors même Medvedev avait commencé à avoir à un moment donné des ambitions de contrecarrer son premier ministre Poutine, mais il a vite compris que, attention, il y a des pannes, il y a des erreurs qu'il ne faut pas du tout commettre. Il a vite compris, et puis bon, ils sont passés à autre chose. Mais le cas congolais, c'était également un cas attendu. Et donc, parce que Tshisekedi ne sera pas pleinement président tant qu'il y aura toujours l'ombre, je dis bien l'ombre, du Kabila qui va planer. Rappelant une phrase de Laurent Gbagbo à son arrestation pour être envoyé à la haie. Quand l'avocat a voulu processer, il a dit non, c'est politique. Ouattara ne peut pas diriger tant que je serai sur le territoire ivoirien. C'est la même chose. Tant qu'il y aura un monsieur qui fera de l'ombre à Tshisekedi, ça va être très difficile. Et pour ce faire, c'est de s'assumer et de s'affranchir. Pour terminer, quand le pouvoir, vous aidez quelqu'un à avoir le pouvoir, faites attention parce que la réalité aussi, il y a le retour du bâton parce qu'il veut l'exercer pleinement. Il sait également que vous voulez venir. Et à quel prix? D'accord, on attendra de voir dans les prochaines heures si le Premier ministre destitué prendra acte donc de cette motion de destitution par le Parlement congolais. Nous suivons la situation pour vous, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Geoffroy veut prendre la parole, mais malheureusement le temps s'est épuisé. On vous retrouvera demain, vendredi, pour la dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Prions pour que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.